Il est vraiment il a du fond du cœur. Le clavier, on parle aussi ça. Oui, il a habité quand même. Ah oui, pas mal habité. Bien joué, d'accord. Voilà, certains journalistes qui vont pourtant au bout de leurs idées, puisqu'ils tentent Pourquoi il faut moquer de lui? C'est pas bien ça, les gars. c'est pas banal par les urnes. C'était le cas en 2016. Pourquoi tu le mec qui a sa faute? Alliance Royale. Oui. Cette année-là, il présentait son programme aux journalistes. Vous voyez, hein, sa candidature n'avait pas franchement attiré les foules. Il proposait un retour à une monarchie constitutionnelle, finalement. Si Marie Adine n'obtiendra pas ses 500 signatures. Pourtant, d'après un sondage BDA en 2016, près d'un Français sur 3 se disait prêt à voter pour un candidat royal. C'est quoi ces journalistes? Historique, avec plaisir. Les deux premiers présidents de la République, c'était des royalistes. Les deux premiers, la troisième, Pierre et Marie. Des royalistes? Et ils n'ont pas réussi à restaurer la monarchie. Ils n'ont pas duré longtemps. Non, mais ils ont trouvé une virtuelle un peu pour les Anglais. Témoignages recueillis en ce Il y a des partis véganes. Lionel Salmona, bonjour. Psychiatre, Ouais, mais juste à lui, c'est subjectif. C'est pas grand chose. C'est subjectif que ça le ramène tous les ans. Ah, voyons, oui. Il faudrait pas non plus donner tout ça. Il faudrait un petit peu. On est juste. Regarde le prince de Monaco. Mais il a fait quoi justement la réalité? Non, il faut rien, c'est ça. Si j'avais un pouvoir, il y a un pouvoir. Non, je sais pas, on ne veut pas la renommer. Un pouvoir décisionnel. C'est juste une tradition. Voilà. Si elle avait un pouvoir comme le roi Salomon qui tranche pour la vérité. Oui, c'est lequel? de la parole. La super. C'est la super numérique de la Oui. On va arriver par là. Pourquoi elle a voyagé de temps en temps? Parce qu'avec ça, Oui, mais non, mais c'est vrai il y a les PDG derrière dans l'avion. Ah d'accord, De boîte. elle négocie. C'est ce qu'a essayé de faire Macron, ou même avant, quand ils allaient en Chine. Il y avait le président, deux mecs et tout le reste des PDG. Des PDG, c'est-à-dire qu'elle est commerciale. Bah, c'est leur boulot, actuellement. Ils vont pas envoyer Boris Johnson. Boris cache. Ah oui, c'est un peu. Il sort vraiment d'un magasin de pub. Regarde, ils ont fait comment il était. Un long débat. Écoute ça, écoute ça. Sujet. Et à la fin, Michel Pollack reçoit Louis Malle pour son film Le souffle au cœur, film dans lequel il est question d'inceste justement entre une mère et son fils de 14 ans. Écoutez. Le problème de l'inceste est abordé dans le film, étant donné qu'il a la chance, ce héros, d'avoir une mère comme on en rêve, c'est Léa Massari. Il faut dire qu'on a envie vraiment qu'il y ait l'inceste dans ces cas-là. Ah, il a raison. Comment s'est posé le problème? Michel, qui te trahit là. Alors, ce débat sur l'inceste en 1971, il a choqué les téléspectateurs et il a même signé la fin de l'émission. Mais à cette époque, les victimes, elles ne témoignent pas encore à visage découvert. Écoutez comment Noël Mamère, en 1978, il est présentateur du journal Antenne 2 et il lance justement un reportage sur ce sujet. C'est très délicat d'aborder le problème de l'inceste, mais il est de notre devoir de vous en parler car le phénomène n'est pas isolé en France. Il ne s'agit pas de vous montrer des témoignages, ce ne serait pas pudique, mais là encore, d'essayer de comprendre. Ce ne serait pas pudique de montrer des témoignages, ça dit beaucoup de l'état d'esprit de la société de Lionel Salmona à l'époque. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment en plus toute cette confusion terrible entre violence et sexualité, comme si ce serait étaler sa sexualité. Ce serait impudique de parler de violence, de crimes qui sont commis, de graves violations des droits humains. Et vraiment, c'est aussi ce qui va bâillonner les victimes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit, c'est honteux de parler de ça.
et elle serait coupable de vraiment de témoigner parce qu'elle s'étalerait, elles étaleraient leur intimité. Et donc il y a l'intimité par rapport à la sexualité, et puis l'intimité par rapport à la famille aussi. Il ne faut pas dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Justement, à quel moment les victimes commencent-elles à prendre la parole publiquement? Dans les années 80. Alors, il est coutume de dire qu'Eva Thomas, elle est souvent présentée comme ça, comme la première personne, la première femme à avoir brisé le silence qui entoure l'inceste en France. Elle est victime de son père à l'âge de 15 ans et elle publie un livre sur ce sujet. À cette occasion, en 1986, elle est l'invitée de l'émission Les Dossiers de l'écran, dans laquelle elle témoigne à visage ouvert. Mais en réalité, en cherchant dans nos archives, on a retrouvé un autre témoignage. Ça se passe 2 ans avant celui d'Eva Thomas. On est donc en 1984. C'est une femme qui n'a pas écrit de livre, qui n'est pas militante. Elle a simplement écrit une lettre à l'émission pour leur dire qu'elle avait envie de témoigner, elle aussi, à visage découvert. Et en face d'elle, vous le voyez, il y a 3 femmes qui, elles, sont de dos et qui témoignent encore de manière anonyme. Cette femme, donc, c'est Anne-Marie. Regardez. Ma mère attendait son 6e enfant. Et à ce moment-là, je suppose qu'elle était beaucoup malade. Mon père a commencé à nous mettre les autres enfants au bain. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc il nous a touchés. Moi, personnellement, j'avais 8 ans. 8 ans. Il m'a effleuré à ce moment-là. Puis ça a continué. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec moi, mais tout le reste, presque, j'y suis passée. Donc, Vous êtes jusqu'à mes 18 ans. de 8 ans à 18 ans. Oui. Ça a duré 10 ans. Oui, et avec mes 2 autres sœurs également. Muriel Salmona, c'est un tournant de voir ainsi des victimes parler à visage découvert. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un déclic justement auprès d'autres victimes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le déclic, il passe par plusieurs choses. C'est le fait, donc cette légitimité à parler, puisqu'il y a d'autres victimes qui parlent, le fait de ne pas être seul, de sentir une solidarité, de sentir que aussi le terrain est sécurisé. Je le redis, le terrain est sécurisé. Parce qu'il y a eu une bonne médiatisation, il y a eu de bonnes réactions en fait, et que du coup le discours aussi pédocriminel décomplexé qu'on a pu voir n'est plus de mise, n'est plus toléré, et que la culture du déni, la culture du viol, ce qu'on appelle culture du viol, c'est la mise en cause de la victime, elle ne risque pas d'avoir ce mur-là devant elle qui va les empêcher de parler. Cela dit, comment vous expliquez qu'aujourd'hui encore, avec le livre de Camille Couffier, on voit c'est un événement qu'une victime prenne la parole? Oui, bah ça montre bien, enfin c'est ça qui est terrible, ça montre bien à quel point les victimes ont été bâillonnées, à quel point elles n'ont pas le droit de parler et que aussitôt qu'elles parlent, on va vraiment leur tomber dessus pour dire qu'elles parlent trop tard, qu'elles ne parlent pas comme il faut. C'est la peur de ne pas être crue ou c'est la honte encore? Alors il y a maintenant c'est beaucoup plus la peur de ne pas être crue et la peur d'être maltraitée, enfin de subir des violences, comme en fait des mises en cause, une culpabilisation. Je pense que la honte, elle est beaucoup moins présente quand même, parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Mais qu'en revanche, le fait de ne pas se sentir légitime et d'avoir peur des réactions est extrêmement présent. Et pourtant, une étude montre que